Les araignées sont parmi les prédateurs les plus divers et les plus uniques sur Terre. Plus de 50 000 espèces d'araignées vivent aujourd'hui sur notre planète. De grandes tarentules poilues. À des veuves élégantes et mortelles. De toutes formes et de toute taille, ils habitent presque tous les écosystèmes terrestres de la planète. Cachés dans les coins et recoins, vivant dans des terriers, ou suspendus à des toiles de soie élaborées. Mais ces animaux uniques n'ont pas toujours été aussi abondants et sophistiqués qu'ils le sont aujourd'hui. L'évolution des araignées a commencé au cours de la période dévonienne, il y a environ 380 millions d'années. Dans les forêts primitives et les marécages de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord, là vivait un minuscule arachnide ressemblant à une araignée nommée Atacopu. Rampant sur le sol de la forêt, cette créature s'est probablement nourrie d'autres arthropodes primitifs, comme les collemboles et les acariens. Atacopi est l'un des plus anciens exemples connus de proto-araignées. Appartenait autrefois à l'ordre éteint. Euroronida. Il possédait des robinets produisant de la soie reliée à des glandes de leur abdomen, représentant l'un des premiers exemples connus de production de soie dans l'évolution des arachnides. Atacopu produisait probablement de la soie à base de protéines d'une manière similaire aux araignées modernes, mais plus primitifs, ce qui donne des tapis informes plutôt que les brins précis que nous associons aux araignées aujourd'hui. Il est peu probable qu'Atacope ait construit des toiles. Au lieu de cela, il utilisait sa soie pour protéger ses œufs et renforcer les parois de son terrier. Malgré certaines similitudes avec les araignées modernes, Atacopu n'avait pas de filière complètement développée. Ce n'était donc pas techniquement une araignée. Les premières araignées n'ont pas marché sur la Terre avant la fin de la période carbonifère. L'un des premiers groupes d'araignées, appelé Mésotlie, a émergé dans ce qui est aujourd'hui l'Europe et l'Amérique du Nord, plus de 300, il y a des millions d'années, dans d'anciennes forêts pleines de fougères et de mousses de club. Nous en savons plus sur ces araignées primitives car, malgré leurs origines anciennes, les mésotlies sont encore en vie aujourd'hui. Plus de 100 espèces de mésotlies vivent dans les régions forestières d'Asie du Sud-Est, la Chine et le Japon, offrant aux scientifiques modernes une fenêtre extraordinaire sur la chronologie de l'évolution des araignées. Avant que les araignées ne construisent des toiles pour piéger les insectes volants, les mésotlies utilisaient des terriers au sol pour tendre une embuscade à leur proie. Ces terriers avaient des trappes spéciales bordées de brins de soie sensibles. Chaque fois qu'un insecte touchait l'un de ses bras, les vibrations alertaient un araignée de sortir de sa cachette et réclamer son dîner. Des stratégies de chasse passive comme celle-ci ont donné aux araignées primitives un avantage significatif, alors que d'autres prédateurs gaspillaient de l'énergie à attraper des insectes agiles. Mésotlie a conservé leur énergie jusqu'au moment idéal pour frapper. Dans le mésothélie, nous voyons d'anciens comportements de chasse, ainsi que les développements anatomiques qui définissent les araignées modernes, comme du venin. Aujourd'hui, la plupart des araignées ont des glandes à venin reliées à leur chélicère, les appendices qui retiennent leur croc. Ce venin peut ensuite être injecté dans leur proie, sortant par un trou étroit près du bout de leur croc. Les premières espèces de mésotlies ont peut-être utilisé un venin similaire pour neutraliser leur proie, ce qui permet de tuer plus facilement des cibles plus grandes et de traîner leur corps sous terre. Mais ce venin a un double objectif. Pour les araignées, le venin est une arme ainsi qu'une aide digestive. Les araignées ne peuvent pas consommer de plus gros morceaux de nourriture solide. Ils utilisent donc des enzymes spéciales dans leur venin ainsi que les fluides digestifs de l'intestin pour liquéfier le corps de leur proie. Ce processus, connu sous le nom de digestion extra-orale, elle permet aux araignées de prédigérer leur nourriture avant d'aspirer les restes liquéfiés. Pour autant que nous le sachions, les mésotlies étaient les seules araignées authentiques pendant les périodes carbonifères et permiennes. Mais dans les années qui ont suivi, une cascade de défis environnementaux a secoué les écosystèmes du monde, mettant les espèces au défi de s'adapter et de changer. Le plus grand de ces défis s'est présenté à elle, fin de la période permienne, lorsqu'un événement d'extinction massive a presque éradiqué toute vie sur Terre. Cet événement, connu sous le nom d'extinction du Trias permien ou PT, anéantit 81% des espèces marines et environ 70% des vertébrés terrestres. Même certains groupes d'insectes, qui sont généralement plus résistants à l'extinction, a souffert dramatiquement. Dans le sillage de cet événement d'extinction, de nouveaux écosystèmes se sont développés dans le monde entier, dominés par des animaux opportunistes, comme le Lystrosaurus et Protosuchus. Dans ces écosystèmes, les araignées remplissaient une variété de niches, faisant leur marque prédatrice unique. Graduellement, les araignées de différentes régions sont devenues plus spécialisées, conduisant à l'émergence de nouvelles espèces, y compris les ancêtres des tarentules modernes et des araignées à toile d'entonnoir. Ce groupe d'araignées, appelés mégalomorphes, sont connus pour leurs pattes fortes, corps large et crocs pointant vers le bas. Comme mésotlies, ils ne construisent pas de toiles élaborées pour attraper des proies volantes. Au lieu de cela,
La plupart des nigalomorphes chassent dans des terriers, construire des pièges, et d'attendre que les petits animaux trébuchent dans leurs griffes. Alors que la majorité sont des prédateurs en embuscade, certains nigalomorphes, comme les tarentules, sont des chasseurs plus actifs, quittant leur terrier et utilisant leur taille et leur force pour maîtriser des proies sans méfiance. Au fur et à mesure que la période triasique progressait, le dernier groupe d'araignées, le plus diversifié, est apparu sur notre planète, connu sous le nom d'oraniamorphes. Ces araignées remarquables ont des ciliaires pleinement développés, ainsi que des crocs en forme de pince, qui pointent en diagonale au lieu d'être directement vers le bas. Par rapport aux nigalomorphes, les araniomorphes comptent moins sur leur taille ou leur force pour maîtriser leur cible. Au lieu d'eux, les araniomorphes ont développé un venin hautement spécialisé qui perturbe le système nerveux de leur proie, provoquant souvent une paralysie ou la mort. Avec leurs différentes forces anatomiques, les araniomorphes et les nigalomorphes étaient tous deux des insectivores efficaces pendant la période jurassique. Nous pensons que c'est l'ère des dinosaures énormes et féroces. Mais dans l'ombre de ces reptiles géants, les araignées évoluaient tranquillement en invertébrés très sophistiqués. Toutefois, ce n'est qu'à la fin du Jurassique, puis plus souvent au début du Crétacé, que les araniomorphes ont fait leur plus grand saut évolutif. La construction des toutes premières toiles d'araignées complexes. Les araignées ont probablement commencé à construire des toiles complexes en réponse à l'expansion rapide des insectes volants. Dans le règne animal, il est courant que les prédateurs et les proies évoluent côte à côte. Au fur et à mesure qu'un groupe avance, l'autre groupe évolue pour suivre le rythme, poussant les deux espèces à s'adapter et à innover. Les insectes du Crétacé développaient des ailes plus sophistiquées et de meilleurs mécanismes de défense, ce qui les rend plus résistants aux prédateurs lents et terrestres. Alors les araignées se sont adaptées en construisant leurs toiles dans la canopée de la forêt, où les insectes volaient souvent dans leurs pièges soyeux. Avec l'innovation des réseaux complexes, les aranomorphes ont exploité un plus large éventail de niches au cours de la période du Crétacé. Les espèces qui construisent des toiles ont commencé à adapter la taille et la forme de leurs toiles pour s'adapter à différents écosystèmes et capturer différents types de proies. Les premiers tisserands d'orbes construisaient de larges toiles géométriques qui pendaient dans les ouvertures entre les arbres. Ces toiles ont été conçues pour intercepter les trajectoires de vol d'insectes tels que les coléoptères, guêpes et mouches, qui volaient souvent inconscients dans leurs pièges collants. Les araignées à toiles enchevêtrées, qui comprennent des espèces modernes comme les veuves noires, remplissaient un créneau différent. Ces araignées construisaient leurs toiles désordonnées et irrégulières parmi les herbes et les broussailles épaisses, où ils se nourrissaient d'insectes rampants comme des fourmis et d'autres arachnides. Des fossiles conservés dans de l'ambre révèlent que de nombreuses araignées du Crétacé étaient remarquablement similaires à leurs homologues modernes. Mais avant d'atteindre l'ère moderne, ces araignées devraient surmonter un autre défi potentiellement mortel. À la fin de l'ère mésozoïque, un autre événement d'extinction de masse, appelé le paléogène du Crétacé, ou l'extinction KPG, anéantit 65% des espèces végétales et animales, y compris tous les dinosaures non aviaires. L'impact de cet événement a été tout simplement catastrophique. Pourtant, les araignées en sont sorties relativement indemnes. En fait, après l'extinction de KPG, les oraniamorphes sont entrés dans une période de grande diversité et de spécialisation. Au début de l'ère cénozoïque, les plantes à fleurs envahissaient les écosystèmes du monde. Coévoluaient avec des pollinisateurs volants comme les abeilles, papillons et coléoptères. Alors que ces populations montaient en flèche, les araignées ont adapté de nouvelles stratégies de chasse, des astuces évolutives comme le camouflage pour capturer des types spécifiques de proies. Les araignées crabes, par exemple, utilisaient leur corps coloré pour se fondre dans les pétales des fleurs, où ils attendent pour tendre une embuscade à des pollinisateurs sans méfiance. Un autre exemple est l'araignée melon, qui émet des phéromones qui imitent étroitement l'odeur des papillons de nuit femelles. Ces phéromones attirent les papillons mâles, qui suivent l'odeur, pensant qu'ils sont sur le point de trouver un partenaire, pour voler dans le piège de l'araignée boulée. De nombreuses autres araignées extraordinaires sont apparues au cours de l'ère cénozoïque. Même s'ils ne peuvent pas voler, les araignées ont développé des astuces uniques pour propager leur lignée à grande échelle. Par exemple, les araignées naines et de nombreuses autres espèces utilisent une méthode de dispersion appelée ballonnement, pour parcourir de longues distances et des plans d'eau. Comme un ballon au bout d'une ficelle, ils s'accrochent à des brins de soie, alors qu'ils sont emportés par le vent, parcourant parfois des centaines de kilomètres avant de s'installer dans une contrée lointaine. Bien qu'ils vivent presque partout sur la planète, les dernières années n'ont pas été aussi clémentes avec certaines populations d'araignées. L'activité humaine a fait des ravages sur bon nombre des espèces les plus sensibles. Par exemple, en 2020, étudiant en Suisse, a constaté que les populations d'araignées de jardin européennes avaient chuté à moins de 1% des niveaux historiques de la région. La déforestation a également détruit les habitats communs des araignées, comme les forêts tropicales et les forêts, alors que les pesticides ont tué de nombreux insectes que les araignées mangent normalement. Néanmoins,
De nombreuses araignées ont trouvé des moyens de survivre dans des paysages modifiés par l'homme. En fait, certaines espèces sont bien adaptées aux environnements urbains et vivent rarement ailleurs. L'araignée domestique américaine, par exemple, du genre Parasteatoda, vit principalement dans les coins des maisons humaines, des granges et des hangars. Tisser des toiles d'araignées en désordre et se nourrir de parasites résidentiels courants, y compris les mouches, fourmis et petits cafards. Certains tisserands d'orbes construisent également leurs toiles autour de lumières artificielles qui attirent naturellement les insectes volants comme les papillons de nuit et les moustiques. En raison de leur remarquable capacité d'adaptation, les araignées restent parmi les prédateurs les plus abondants et les plus influents de tous les temps. Innovations clés, notamment la création de sites web et la spécialisation du venin, ont permis aux araignées d'exploiter d'innombrables niches écologiques. Certaines populations d'araignées peuvent être en déclin. Mais si l'histoire de l'évolution nous a appris quelque chose, c'est que les araignées sont extraordinairement résistantes.